bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo ASMR sur la chaîne du Bric-à-Brac ASMR. Je vais éviter ce soir de m'approcher trop près des micros, puisque c'est une vidéo en soft spoken et donc le son est vachement plus fort. Ce soir, je vais lire ce livre que vous connaissez peut-être, puisque j'ai déjà pu faire 2 vidéos dessus. Une, il me semble, en inaudible et une autre en chuchotement normal, je crois. Ainsi parlait Iwata-san, le livre un peu biographique, plutôt des dires du président de Nintendo, l'ancien président de Nintendo, de 2002 à 2015. Et nous allons choisir... je vais lire ce soir le chapitre 4. Les gens en qui croit Monsieur Iwata. Une idée est une chose qui résout plusieurs problèmes à la fois. Une idée, c'est quelque chose qui résout plusieurs problèmes à la fois. Ces mots ont été prononcés par Monsieur Miyamoto un jour que nous travaillions sur un jeu. Selon lui, il s'agit d'une façon parmi d'autres de faire des jeux vidéo. Mais pour moi, c'est une méthodologie à la portée universelle. Quand vous créez quelque chose, et je pense que cela s'applique à tous les domaines, vous rencontrez forcément le problème du « si je corrige là, ça se casse la figure ici ». Certes, il y a des choix qui améliorent le produit, et d'autres qui ont l'effet inverse, mais dans la vraie vie, rares sont les situations où vous ne faites face qu'à un seul et unique problème à la fois. Il y a toujours tout un tas de complications à gérer en même temps. Cela ne concerne pas uniquement les biens matériels. On rencontre le même phénomène au sein des organisations et des relations humaines. Dans un pareil cas de figure, isoler un seul problème et ne corriger que celui-ci fait avancer les choses dans leur globalité. Ne fait pas avancer les choses dans leur globalité. De plus, il y aura toujours des effets secondaires. Il arrivera parfois que ce qui fonctionnait bien jusqu'à présent ne se mette soudainement à dérailler. Par conséquent, lorsque au cours d'une réunion de type brainstorming, vous discutez du moyen de régler tel ou tel problème, tout le monde y va de sa solution ayant généralement peu pour effet de n'en régler qu'un seul, sans l'influence sur le reste. Autrement dit, le projet n'avance qu'à hauteur de la quantité de sueur versée. Pour en revenir à la conception de jeux vidéo, dans la plupart des cas, les développeurs s'arrachent les cheveux pour rendre leur jeu le plus amusant possible. Évidemment, tout le monde sait que plus il y a de matière, plus un jeu est plaisant à jouer et plus l'utilisateur est satisfait. D'un autre côté, étant donné que les moyens humains et le temps imparti à un projet sont limités, il n'est pas raisonnable de vouloir proposer toujours plus. Heureusement, il arrive de temps à autre qu'une seule idée permette d'améliorer tel point puis tel autre, ainsi que d'autres problèmes auxquels on ne s'y attendait pas. C'est ce genre d'idée que M. Miyamoto essaye toujours de trouver. Il y pense sans cesse, sans jamais s'arrêter. À l'époque où j'étais président de la laboratorie, j'ai reçu un coup de téléphone inattendu de la part de M. Miyamoto. Et vous savez quels ont été ses premiers mots? J'ai trouvé, Monsieur Iwata. Ce que j'ai trouvé concernait une idée qu'il venait d'avoir au sujet d'un jeu sur lequel nous travaillons ensemble, et qui, d'un seul coup, allait résoudre 3 voire 4 problèmes sur lesquels nous butions. Dans un cas comme celui-ci, un unique coup de génie est en mesure de faire avancer un nombre incroyable de choses et de vous rapprocher de votre objectif. C'est typiquement ce qu'on appelle une bonne idée. Monsieur Miyamoto pense que c'est le rôle d'un directeur de projet que de les trouver. Personnellement, je ne pense pas que ce raisonnement se limite exclusivement aux jeux vidéo. Le monde est plein de « si je corrige là, ça se casse la figure ici ». On appelle ça des compromis
ou des trade-offs. Pourtant, dans le monde, les gens y font face. Plus il y a de budget, mieux c'est. Plus il y a de moyens humains, mieux c'est. Plus on dispose de temps, mieux c'est. Tout le monde sait ça évidemment, mais si cela ne sert qu'à faire la même chose que les concurrents, la compétitivité finira par en pâtir. Heureusement, plus la solution que vous trouvez pour pallier plusieurs éléments est unique, plus elle a de valeur. Et lorsque vous creusez plus profondément jusqu'à atteindre la racine du projet qui vous bloque, vous constatez que ces symptômes qui semblent émaner d'autres problèmes sont en fait tous liés les uns aux autres. Un seul changement peut alors avoir des effets sur des aspects que l'on croyait sans rapport, et résoudre ainsi plusieurs problèmes simultanément. C'est dans ces moments-là que, lorsqu'une seule idée permet de débloquer une situation complexe, que M. Miyamoto vous appelle en disant « J'ai trouvé ». Le regard de M. Miyamoto par-dessus l'épaule. Durant mes premières années en tant que concepteur de jeux vidéo, quand un des projets que j'avais conçus ne se vendait pas, je cherchais forcément la raison. Ce que je vais dire va vous sembler étrange, mais techniquement mon jeu n'était pas inférieur aux autres. Et pourtant, il ne rencontrait pas le succès. En revanche, tous les titres auxquels Shigeru Miyamoto avait participé se vendaient comme des petits pains, parfois des dizaines de fois plus que les miens. Néanmoins, si vous ne regardiez que la qualité du programme, je vous assure que je ne le cédais en rien. Moi aussi, je voulais que mes jeux soient populaires, comme ceux de Miyamoto. Monsieur Miyamoto commence par faire des suppositions. Si je fais ça, ça devrait donner ça. Et dès ce moment, déjà, il y a plus de chances que les autres de trouver son public. Mais il n'est pas non plus un dieu, et il lui arrive aussi de se tromper. La différence réside dans sa manière de corriger les erreurs. Il choisit un employé qui n'a encore jamais touché au jeu, puis, sans aucune explication, il lui met une manette dans les mains et lui dit « Allez, jouez. Je vous parle de ça. C'était bien avant qu'il devienne le créateur mondialement reconnu qu'il est aujourd'hui. À l'époque, il n'était encore que chef d'équipe, ou peut-être chef de service. Depuis lors, donc, il attrape une personne qui ignore tout du projet, lui fiche une manette entre les mains et lui ordonne de jouer, tout en restant planté dans son dos à observer. J'appelle ça le regard de M. Iwata par-dessus l'épaule. Avant de commencer à travailler avec lui, je ne m'étais pas rendu compte à quel point cette étape était importante. Ce n'est qu'alors que j'ai compris. Il est impossible pour les créateurs d'un jeu de se rendre auprès de chaque client afin d'expliquer comment il a été conçu et comment on y joue. C'est au jeu lui-même que cette tâche incombe. Toutefois, l'objet jeu n'est en général pas pensé pour transmettre ce genre d'informations. Ce n'est pas son rôle. Dans ce cas, le message ne passe pas et le joueur se retrouve perdu là où les concepteurs ne l'avaient pas prédit. L'objectif du regard de M. Miyamoto par-dessus l'épaule est justement de trouver ses défauts. M. Miyamoto se place dans le dos d'un employé qui ignore tout du jeu. Il le regarde jouer et comprend qu'ici l'employé n'a pas bien saisi ce qu'il fallait faire, que là il a continué sans faire attention au mécanisme dissimulé, ou qu'ici encore, s'il ne fait pas d'abord ça, il sera embêté par la suite. Il peut aussi connaître les réactions d'un utilisateur qui découvre le jeu sous ses yeux. Aussi chevronnier soit-il, M. Miyamoto part toujours du principe suivant. Si les joueurs ne comprennent pas, c'est que je me suis trompé quelque part. On pourrait penser qu'il se place banalement du point de vue de l'utilisateur, sauf qu'il a mis au point depuis longtemps, bien avant tout le monde, une méthode d'analyse qui lui est propre. De mon côté, je voulais savoir si mon programme était chouette ou non, mais je n'allais pas jusqu'à me demander ce que pouvaient ressentir les joueurs. Tout comme autrefois,
De nombreux créateurs parlent aujourd'hui de leur travail comme s'ils s'exprimaient le ressenti des joueurs en général. En réalité, il faudrait d'abord interroger les raisons pour lesquelles les joueurs réagissent d'une façon plutôt qu'une autre, avant de réfléchir à quoi faire pour traiter le problème à la racine. Mais dans les faits, on entend beaucoup raisonner de « moi je pense comme ça », indicateur de créateurs qui persistent à vouloir imposer une opinion résultant d'un joyeux mélange de faits avérés et de suppositions. La particularité de M. Miyamoto est qu'il est capable de s'obstiner comme personne au sujet d'un détail qui lui tient à cœur, sans perdre autant son objectivité. Il reste attentif aux réactions des premiers joueurs et n'hésite pas à laisser tomber une idée pour réfléchir à une alternative s'il se rend compte que le message ne passe pas bien. Comme s'il pouvait observer quelque chose de très près, puis passer l'instant suivant à une vision éloignée. Vous le pensez en train d'analyser une scène au verre grossissant, mais non, il est déjà en train de contempler sous un autre angle à 10 000 mètres d'altitude. D'ordinaire, quand les gens adoptent un point de vue, ils ont tendance à le conserver et à se rapprocher petit à petit de leur sujet d'observation sans pour autant changer d'angle. Mais lorsque M. Miyamoto évoque une idée qui peut résoudre plusieurs problèmes à la fois, je pense qu'il veut dire que on regarde quelque chose de près. Plus on regarde quelque chose de près, moins on y voit. Ce sont ces aspects qu'on ne peut apercevoir qu'en changeant de perspective. Ces aspects que les autres ne voient pas, qui font de la différence. Et c'est justement parce que M. Miyamoto est capable de changer de point de vue avec facilité qu'il parvient à des solutions plus élaborées que celles proposant simplement de remplacer A par B. La plupart des gens voient probablement en lui un artiste, un génie à l'hémisphère droit du cerveau ultra développé, ayant des idées lumineuses, les unes à la suite des autres, comme s'il était le réceptacle de révélations divines. Mais il se trompe. Il n'y a pas plus logique que M. Miyamoto, bien que ce ne soit pas la seule chose qui le caractérise. Doté d'une intelligence rationnelle caractéristique de l'hémisphère gauche du cerveau, et il possède aussi une pensée originale et époustouflante, attribut de celles et ceux qui ont suivi une voie artistique. C'est dur à dire, mais je dois reconnaître que je l'envie. Je n'irai pas jusqu'à affirmer que je n'ai jamais eu d'éclair de génie, mais en travaillant aux côtés de M. Miyamoto, en discutant à de nombreuses reprises avec M. Itoi, j'ai bien compris que mon hémisphère droit ne pouvait pas rivaliser avec le leur. À ce niveau, je suis clairement désavantagé. À la base, je préfère concourir dans des domaines que je maîtrise. M. Miyamoto, un fin connaisseur des ordinateurs. Jusqu'à présent, M. Miyamoto n'a probablement jamais vraiment étudié l'informatique ni la programmation de façon systématique. Cependant, grâce à sa longue expérience de créateur, depuis une époque où l'architecture des ordinateurs était encore très simple, il connaît aujourd'hui ces derniers plutôt bien et les considère comme des outils lui permettant de réaliser ses projets. Bien sûr, je ne pense pas qu'il possède des connaissances poussées sur la façon d'écrire un programme, mais il sait parfaitement ce dont est capable et ce dont ne peut pas faire ce genre de machine. C'est pourquoi lorsqu'un programmeur assure que c'est impossible, M. Miyamoto ne rétorque pas, il va quand même le falloir, mais demande, pouvez-vous m'en dire plus au sujet du mécanisme mis en œuvre? Le programmeur lui explique alors ce qu'il en est. M. Iwata l'interroge en retour. Et si nous utilisions le mécanisme ainsi, ne serait-il pas possible de faire cela? Ce à quoi le premier répond, si ça devrait être possible. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec le jeu Pikmin. Dans ce dernier, chaque mouvement, chaque mécanisme, pris à part, est très simple à programmer.
mais il est extrêmement difficile de tout faire bouger en même temps sans que cela capote. Les ordinateurs ne peuvent faire qu'une chose simple à la fois, mais il est en revanche possible de combiner et de traiter simultanément plusieurs éléments simples pour aboutir à un résultat complexe. C'est là que repose l'intérêt tout comme la difficulté du métier de programmeur. Certes, Miyamoto n'est pas celui qui élabore la structure globale d'un jeu, mais il sait à peu près, avec différents degrés de précision, le rôle joué pour chaque mécanisme. Après tout, M. Miyamoto est quelqu'un qui, quand il parle de quelque chose, en connaît les principes et les fonctions. C'est pour ça qu'il est capable d'interagir avec les programmeurs. Si l'un d'entre eux lui dit que ce qu'il veut faire est impossible, M. Miyamoto émet des suggestions à sa place. Honnêtement, je ne pense pas qu'on croise des créateurs de jeux de sa trempe à tous les coins de rue. Bien sûr, on peut très bien atteindre un niveau de compétence sans requérir l'aide de Miyamoto. Aujourd'hui, il y a un tas de gens qui savent concevoir plein de fonctionnalités et d'éléments différents, et quand on prend le temps de regarder un à un ces ajouts, on tombe vraiment sur des choses merveilleuses. Seulement, tout le monde sait que ce n'est pas ça qui détermine l'impression laissée par un jeu. De façon de refondre Mother 2. J'ai été appelé à la rescousse du développement du jeu Mother 2 au moment où le projet était sur le point d'être abandonné. À cette époque, j'étais à la fois programmeur et président de la société HAL Laboratory. Il faut dire qu'à ce stade, le développement n'était pas sur la bonne voie. J'ai alors déclaré à Shigesato Itoi: à ce rythme-là, le jeu ne verrait jamais le jour. Puis j'ai ajouté: si vous le souhaitez, je peux vous aider de deux façons différentes. La phrase qui vient ensuite est connue des fans de jeux. En tirant parti au mieux de ce qui existe déjà, il faudra compter 2 ans. Mais si vous acceptez de tout reprendre à zéro, alors nous pourrons finir en 6 mois. Au final, c'est la seconde option qui a été retenue. Mais j'étais de toute façon prêt à relever ce défi, quel que soit le choix de l'équipe. Et dans le fond, je pense que j'aurais réussi quoi qu'il en soit. Si l'on m'avait demandé de choisir moi-même, j'aurais très certainement opté pour la refonte complète du jeu. Mais à ce moment-là, j'avais rejoint le projet avec pour mission de prêter main forte à l'équipe, et j'avais bien l'intention de me plier à la décision de cette dernière. Pourquoi ? Parce que beaucoup de monde travaillait sur ce jeu depuis déjà longtemps. Face à un type venu de l'extérieur qui proclamait haut et fort: on reprend tout à zéro, il y aurait forcément eu de l'incompréhension. Si je troublais l'ambiance des lieux, tout ce qui avait bien fonctionné jusqu'à-là risquait d'être perdu. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de présenter les options possibles et de leur demander de les choisir eux-mêmes. Le développement de Mother 2 a duré en tout, pour tout, 5 ans. 4 ans, 4 années, 100 mois et 1 année pendant laquelle j'ai participé. J'ai repris l'assemblage depuis le début, mais chacun des éléments avait été conçu au cours des 4 années précédentes. C'était notamment le cas des graphismes, ainsi que du scénario et d'une partie du son. Autrement dit, presque toute la matière première était disponible. La première fois que je me suis rendu au studio de développement, j'ai pu constater que les données individuelles étaient pour la plupart en ordre. J'ai donc annoncé à l'équipe que j'allais essayer d'animer le tout. Et je suis rentré chez moi avec l'ensemble des fichiers. Ensuite, je dirais environ 1 mois plus tard, j'ai présenté à Monsieur Itoi et au reste de l'équipe le scrolling de la carte du monde en mouvement. Je me souviens encore de la surprise qui a été là sur le coup. Ils étaient tous excités, tellement excités que cela n'a même paru étrange. De mon point de vue, je n'avais fait que mon travail, il n'y avait rien d'extraordinaire à cela, mais ça prouve bien à quel point le développement se trouvait alors dans une impasse. Finalement, au bout de 6 mois, les différents éléments avaient été mis en place, et il était possible de jouer à Mother 2 du début à la fin. Mais nous n'avons
quand même tenu à réaliser un dernier peaufinage et avons pris 6 mois supplémentaires pour ajuster quelques détails avant la sortie. Si on ne regarde que le début, si on ne regarde que le résultat, on peut penser que le jeu a été réalisé durant la seule année qui a suivi mon arrivée, mais ce n'est pas le cas. Les 4 premières années ont également joué un rôle essentiel dans la conception de Mother 2. Tout l'intérêt, toute la saveur contenue dans cette cartouche n'aurait jamais été le même si le jeu avait été conçu de A à Z par moi seul. Les 4 années précédant l'arrêt brutal du développement n'ont pas été vaines, car elles ont permis de développer et de mener de multiples tentatives qui ont survécu dans le résultat final. Mother 2 est l'élargissement de la population de joueurs. Le jeu Mother possède depuis longtemps une solide base de fans qui aiment évoquer leur aspect préféré. Des aspects qui diffèrent grandement selon les joueurs. Certains apprécient particulièrement la musique, d'autres les textes, et tout le monde chérit une scène différente. Entre les personnes qui ont pleuré à un moment du jeu et celles qui se remémorent aujourd'hui encore l'abjet bruitage d'héros, tout est prétexte à souvenir. Les émotions s'enchaînent les unes à la suite des autres et on peut passer des larmes au rire en s'esclaffant, ce que c'est bête. Parfois, lorsqu'on entend quelqu'un évoquer un aspect du jeu auquel nous n'avions pas pensé, il arrive qu'on se dise quand même « mais oui, c'est exactement ça ». Cela fonctionne aussi dans le sens inverse, lorsque notre auditoire qui réagit à nos propos en s'écriant « mais oui, tout à fait ». Chaque joueur garde en mémoire une scène précise du jeu. Si Mother possède une aura si singulière, c'est très certainement grâce à Monsieur Itoi. Mais étant donné qu'aujourd'hui il n'y a personne comme Monsieur Itoi parmi les concepteurs de jeux, il n'y a plus non plus de jeux comme Mother. En tant que créateur, Monsieur Itoi sait se mettre à la place du joueur, parce qu'il a lui-même beaucoup joué à une époque. Mais il a aussi vécu des expériences, connu des choses que la plupart des gens du milieu ignorent. Ces 2 éléments sont à la base de son originalité. En plus d'être un titre de grande envergure, Mother s'inscrit parfaitement dans les codes classiques du jeu de rôle japonais. En revanche, pris dans son ensemble, il possède une telle originalité qu'il est difficile de le comparer à quoi que ce soit d'autre. Je pense que cela est dû à tous les éléments amusants, tristes, absurdes ou bien encore ridicules que Monsieur Itoi a insérés dans le jeu et qui lui donnent son caractère. Plus j'y pense et plus je me dis qu'il n'y a aucun autre jeu comme ça. Les grands comme les petits, et les jeunes femmes aussi. Ce slogan rédigé par Monsieur Itoi pour le jeu Mother 2, projet sur lequel j'ai travaillé et qui nous aura permis de nous rencontrer, est intimement lié au concept d'élargissement de la population de joueurs que j'ai lancé dans ma prise de fonction en tant que président de Nintendo. Ce n'est pas juste un simple clin d'œil, car l'accroche les grands comme les petits, et les jeunes femmes aussi, peut se résumer par un élargissement de la population de joueurs. Le système présent dans Mother 2 où le père appelle son fils au téléphone pour lui rappeler qu'il joue depuis longtemps et lui proposer de faire une pause a refait surface au cours du développement de la console Wii. Sans ce système du papa dès 2 heures, je ne pense pas que le compteur du temps du jeu intégré à la Wii aurait vu le jour. C'est pourquoi, en plus d'être une œuvre à laquelle je suis profondément lié, c'est aussi un jeu unique qui a été pour moi une formidable source d'inspiration. Il y a une chose dont je me souviens comme si c'était hier, c'est aussitôt après ma participation au développement de Mother 2, je me suis rendu au bureau de Shigesato Itoi afin de l'inviter à travailler comme conseiller pour la société HAL Laboratory qui m'employait alors.
Ce jour-là, je ne sais plus quelle raison, je lui ai parlé de ma conception de travail dans des termes qui demeurent les mêmes aujourd'hui. Je lui ai dit quelque chose du genre « Je travaille parce que j'aime faire plaisir aux autres ». Qu'il s'agisse de clients, de collègues ou bien de fournisseurs, j'adore voir mon entourage heureux. Le bonheur des gens qui m'entourent est la source de mon énergie. Les raisons qui ont pu me pousser à m'ouvrir avec une telle franchise à une personne que je ne connaissais à peine et de ce qui j'étais pas si proche demeurent aujourd'hui encore un mystère. Cela n'aurait rien eu d'étonnant s'il s'était agi d'un ami de 20 ans, mais ce n'était pas le cas. Et pourtant, je lui ai parlé, j'ai pu me confier à lui comme un ami de 20 ans. Mais ce que je n'oublierai jamais, c'est la réponse qu'il m'a faite une fois que j'ai eu fini de parler. Moi aussi, je vois les choses comme vous. J'ai alors pensé, ah, tout s'explique. Je comprends mieux maintenant le fait d'être étrangement sur la même longueur d'onde. Nous le devons à cette conception de travail que nous partageons. Ceci malgré nos façons de faire différentes, nos natures divergentes et les voies distinctes que nous avons empruntées. Suite à cet épisode, j'ai eu l'impression que la distance entre nous deux s'était grandement réduite. Je pense que notre relation perdure parce que nous tenons tous les deux à des choses très semblables. Et aussi parce que le jour où je lui ai fait part de ma vision du travail, Monsieur Itoi m'a répondu « Moi aussi je vois les choses comme vous ». Aujourd'hui encore, je sens que cette envie d'être utile aux gens, de les rendre heureux, me procure en permanence de l'énergie. Je me réjouis toujours autant de parcourir les résultats des enquêtes consommateurs, d'entendre quelqu'un faire l'éloge de nos produits et de savoir que leur utilisation leur apporte du bonheur. J'imagine que ma réaction par rapport au travail émane probablement du besoin que nous avons en tant qu'humains de nous rappeler pourquoi nous travaillons, voire même pourquoi nous existons. Sans cela, notre charge énergétique se viderait progressivement jusqu'à se tarir complètement, quelle que soit sa force. Heureusement, les visages souriants des clients, les merci des collègues et bien d'autres choses encore permettent de recharger nos réserves. Chez Nintendo, c'est de la bonne humeur de nos clients que nous tirons notre force. Ce que m'a dit Hiroshi Yamauchi. Pendant les 5 années qui ont suivi le début du redressement financier de la Laboratory, soit jusqu'à mon entrée chez Nintendo, j'ai eu l'occasion de discuter 2 ou 3 fois par an avec Hiroshi Yamauchi, le président de Nintendo de l'époque. Shigesato Itoi et moi participons à ces rencontres, ainsi que Shigeru Miyamoto de temps à autre. Je ne sais toujours pas dans quel but Monsieur Yamauchi nous a offert le privilège de ces moments, mais une chose est sûre, cela a grandement participé à mon éducation. Il a certainement dû penser que nous étions susceptibles de réserver un bon accueil à ce qu'il nous dirait, bien qu'il ait été un personnage toujours très occupé. Il prenait sur son temps et s'adressait à nous avec un réel enthousiasme. Connu pour ne pas rire souvent, il abordait toujours un sourire lors de nos entrevues. Quand j'y repense, nous avions un peu l'impression d'être à l'école, une école de gestion. Qu'est-ce que l'amusement? Qu'est-ce qu'un soft? En tant que société, qui compte le plus chez Nintendo? Que doit faire ou ne pas faire Nintendo? Par exemple, Monsieur Yamauchi avait l'habitude de nous dire que Nintendo ne devait faire en sorte de ne pas chercher querelle à ses concurrents, sous peine de perdre gros, ce qui équivaut aujourd'hui à adopter la stratégie Océan Bleu. Prenons l'exemple de la conception d'une nouvelle console. Monsieur Yamauchi nous a très tôt fait remarquer qu'en sortant encore et encore des produits calqués sur le même modèle, la sensation de nouveauté se ferait moins ressentir, et de 2, la proportion de joueurs cesserait de s'accroître. Console portable et salon comprises, ressortir des produits semblables était à ses yeux synonyme de perte d'originalité,
et sans originalité. La compétition n'a plus lieu que sur les prix. Hiroshi Yamauchi avait aussi l'habitude d'évoquer les choses sous le prisme de la prédisposition. En un sens, il s'agit d'un thème qui trouve ses racines dans la même théorie du talent que j'ai érigée en pilier de ma gestion d'entreprise et qui consiste à se concentrer sur le développement de ce pourquoi nous sommes doués. Comme j'étais encore jeune à l'époque, j'ai d'abord pensé que si on jugeait les gens sur leur prédisposition et leur inclinaison, les efforts finiraient par ne plus être récompensés. Mais avec le recul, je me rends compte que M. Yamauchi avait vraiment touché à l'essentiel. Par la suite, nous avons pu nous entretenir à de nombreuses reprises avec lui, mais ce qui nous répétait inlassablement, c'était de ne pas refaire les mêmes choses. L'épisode emblématique à ce sujet concerne à la fois où il a émis la suggestion qu'une console portable devrait avoir 2 écrans. Le résultat est connu de tous, car son idée a donné naissance à la Nintendo DS. Mais moi, j'ai toujours pensé que le sens véritable de ces paroles était le suivant. Quitte à faire une console avec 2 écrans, il faut proposer quelque chose de radicalement différent. Sous conseil de ne pas refaire les mêmes choses prenait alors, ici, tout son sens. C'est la raison pour laquelle M. Miyamoto et moi portions en nous, bien avant la sortie de la Nintendo DS, cette idée des 2 écrans chers à Yamauchi. Et puis un jour, quand nous sommes rendus compte qu'en y adjoignant la technologie de l'écran tactile, nous pourrions obtenir une console portable vraiment intéressante, tout est devenu plus clair. Je me souviens très bien de cet instant. Monsieur Miyamoto et moi, nous nous trouvions sur le parking d'un restaurant italien où nous allons souvent déjeuner près du travail. Quand tout d'un coup, alors que nous discutions, je me suis exclamé « Ah, j'ai trouvé !» Ah, j'ai trouvé. Tout ce que m'a raconté Monsieur Yamauchi continue d'exister en moi. Pour être honnête, je l'ai entendu un nombre incalculable de fois me dire « Vous ne devez pas proposer les mêmes choses qu'avant, ça ne marchera pas. » Seulement, aucune solution ne jaillissait, et je lui demandais alors un peu de temps pour corriger, avant de le quitter avec un nouveau sujet de réflexion. Fidèle à ses convictions, M. Yamauchi est toujours resté cohérent, sans jamais modifier ses propos. Ce qui explique peut-être pourquoi j'ai l'impression d'avoir en quelque sorte hérité de sa façon de penser et de dire aujourd'hui les mêmes choses que lui. Il n'y a que le ton un peu plus soft chez moi qui a dû changer. Quoi qu'il en soit, je n'oublierai jamais tout ce que M. Yamauchi m'a raconté. Après tout, il est l'homme qui a permis à la société de Nintendo de croître de façon miraculeuse. Et ça mérite le respect. Si jamais j'étais amené à rencontrer quelqu'un affirmant que les propos de M. Yamauchi ne sont plus d'actualité, je lui répondrais la chose suivante. Peut-être, mais c'est un miracle que l'entreprise Nintendo en soit là où elle est aujourd'hui. Maintenant, pour clôturer cette vidéo, quelques fragments de paroles de M. Iwata. M. Itoi évoque avec moi des idées que je n'aurais jamais eues, des points de vue que je n'aurais jamais envisagés. Je ne vois pas venir les balles qu'il me lance à chaque fois, mais il le fait de façon que je sois toujours capable de les réceptionner. Jamais il m'a lancé une balle que je ne puisse rattraper. Mais comme il effectue à tous les coups des lancers originaux, je ne me lasse pas de nos échanges. Le rôle qu'a joué Hiroshi Yamauchi au sein de Nintendo est immense. Sans lui, l'entreprise ne serait sans doute pas devenue celle qu'elle est aujourd'hui. Par exemple, la Nintendo DS, si elle possède un double écran, c'est parce que M. Yamauchi y tenait énormément. En nous demandant de doter une nouvelle console portable de 2 écrans, il nous a poussé, M. Miyamoto et moi-même, à tourner la question dans tous les sens. Nous nous sommes longuement interrogés sur la façon de les exploiter de façon intéressante, jusqu'à ce que nous ayons cette idée d'utiliser un des 2 comme écran tactile. C'est pourquoi, sans la faveur de M. Yamauchi, la Nintendo DS aurait été très probablement connue
une forme différente. Concevoir de façon répétée des structures de jeu divertissantes est l'une des choses épatantes que M. Miyamoto a faites jusqu'à maintenant. Il suffit à M. Miyamoto de manipuler un jeu au cours du développement pendant quelques minutes pour remarquer des anomalies qui nous avaient échappé. C'est arrivé un nombre incalculable de fois. Bien sûr, il le fait inconsciemment, mais lorsqu'il vous fait remarquer quelque chose, c'est parfois un peu rageant. Avec M. Miyamoto, les choses peuvent changer jusqu'au tout dernier moment. Et à chaque fois, le résultat s'en trouve amélioré. J'ai énormément appris auprès de M. Miyamoto sur la création de jeux, mais plutôt qu'appris, il serait plus juste de dire que je lui ai pris. À l'époque où je travaillais chez Al Laboratory, je pensais déjà mon temps à l'observer pour mieux l'imiter. Depuis l'extérieur, je le regardais, les yeux écarquillés, me demandant pourquoi réussit-il toujours tout. Par un étrange concours de circonstances, nous œuvrons aujourd'hui à la conception de jeux vidéo au sein de la même société, comme quoi on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous êtes ok pour d'autres vidéos en soft spoken? Dites-moi en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite bonne nuit à toutes et à tous. Et à très bientôt sur les bric-à-brac ASMR.